Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Tête de Kylian Mbappé. Steve Nadjar. Bonsoir à tous, bienvenue dans Classico, ravi de vous retrouver comme tous les lundis soirs sur Radio J. Au programme ce soir, une grosse partie Mercato avec le Paris Saint-Germain d'abord et l'arrivée attendue dans la capitale de Lucas Hernandez. L'arrivée du défenseur bavarois souvent blessé est-elle une bonne idée? On en débattra tout à l'heure. On s'intéressera également au Mercato olympien alors que Marcelino succédera à Igor Tudor, c'est désormais officiel. Et puis le dossier du soir portera sur la multipropriété. Est-ce une chance ou un piège pour le foot français? Nos chroniqueurs et notre invité en discuteront. C'est l'heure pour moi de vous présenter le casting du soir. Il est pisté par les plus belles radios de France, mais il reste fidèle à Classico. C'est le Sylvain Castendutch du PAF. Bonsoir Benjamin Krief. Mais j'aime cette description. Ouais. J'aime cette c'est description. pas totalement vrai, mais c'est pas grave. Ouais, mais ça me fait plaisir en tout cas. Mon père qui écoute sera ravi. Benjamin, un mot peut-être pour démarrer sur le début de l'Euro espoir pour les Bleus, vainqueurs hier de la Norvège et qui ont fait un grand pas vers la qualification pour les quarts. Ouais, on a critiqué un peu leur style de jeu. Ouais, le contenu des matchs pour l'instant, mais ils commencent une compétition, ils gagnent. Non, c'est bien. Il y a vraiment du potentiel dans cette équipe. Moi, je suis amoureux, j'allais dire, de Lucas Chevalier, qui est un gardien qui a pris la place là de Meslier alors qu'il devait pas jouer. À son âge, il est déjà mature. Il a 20 ans. Dire aujourd'hui que c'est le futur de l'équipe de France A, c'est peut-être un peu tôt, mais voilà, c'est quelqu'un que je voudrais mettre en avant parce que vraiment, je trouve qu'il est impressionnant de maturité et de performance surtout. C'est le gardien amateur qui parle. Amateur, oui, tout à fait. Moi. Il est toujours invaincu au quiz de Classico et il a brillé la semaine dernière devant Luis Fernandez lorsque nous parlions de l'AS Cannes. Bonsoir Alexis Vizan. Bonsoir à tous. Alexis, Zidane un jour en France, tu y crois après l'interview hier de la Téléfoot? Je pense que s'il va pas au PSG dans le football français actuel, je vois pas où il peut aller parce qu'il a besoin de moyens. Après, il faut voir si les Saoudiens arrivent. Marseille un jour. Marseille par exemple. Marseille dans l'état actuel, j'ai du mal à y croire. Voilà, donc non, mais il faut un gros projet. Aujourd'hui, en France, d'un point de vue financier, il n'y a personne qui peut répondre à ces attentes. Notre invité du soir est philosophe et chroniqueur sportif. Il n'a pas affronté ChatGPT, mais Daniel Riolo et Gilbert Bribois régulièrement à l'Afterfoot sur RMC, où il intervient régulièrement. Bonsoir Thibaut Lepard. Bonsoir Steve, salut les gars. Et merci d'être de retour dans Classico. Thibaut, tu es le nouveau rédacteur en chef de l'Afterfoot, la revue. D'abord, félicitations, on y reviendra en deuxième partie. Un mot sur les Bleus et sur le style de jeu de l'équipe de Sylvain Ripoll. En fait, on retrouve une constante, le style du non-style. Dans chaque équipe, on a un peu l'impression de revoir un peu Léa. On se plaint beaucoup qu'il n'y ait pas de style. Alors là, c'est un sujet de philo, quasiment. Est-ce que ne pas avoir de style de manière constante devient un style à force de constance, tu vois? Je pense qu'il y a quelque chose qui se dégage, énormément de vitesse dans les espaces, pas la possession, attendre, jouer moche et puis gagner. Voilà, de manière peut-être pas but de raccro, là j'exagérerais un peu sur ce but-là. Sur le match d'avant contre l'Italie, c'était quand même flagrant. Mais c'est une idée qui inspire toutes les équipes, c'est poussé par des Deschamps, par un la art, DTN. tu sais, je crois qu'il y a un truc qui est un art de la compétition en fait. Je crois qu'autant en Coupe d'Europe, nos clubs sont nuls, sont incapables de jouer les compétitions. Mais alors en équipe de France, tu vois que les mecs sont en mode compétition et que sur des configurations de matchs comme ça, tu vois que ça défend, ils ont pas beaucoup de ballons, mais ça défend un peu dur et puis devant on t'envoie des ballons en profondeur. Sur cette configuration de match-là, tu peux aller au bout, quoi. Tu peux en jouant comme ça. Même si je trouvais que la Norvège jouait mieux. Mais comme quel à chaque que soit fois, l'entraîneur, bon là c'est bah ouais, parce qu'au final, t'as une idée qui se... L'école lorientaise. Ouais, mais bon, il n'y a plus grand-chose de l'école lorientaise. Ce qu'on a vu hier, à part le 4-4-2 en défense, pas vu grand-chose. Et Enzo le fait, quoi. Tout le reste, c'est pas grand-chose à voir avec Gourcuff. Parce que Gourcuff, c'est quand même au départ un football aussi de possession. Donc là, on en est loin. Et c'est pas du tout un football de profondeur. Donc là c'est-à-dire que Ripoll s'est renié pour s'adapter aussi à la compétition. Non, il s'adapte un peu à l'ambiance et au discours. Tu sais, c'est des choses qui infusent dans les réunions. Tout le monde se côtoie, les entraîneurs nationaux, tout ça. Tout le monde partage au bout d'un moment la même idée. Quand tu vis avec des gens, tu finis par penser comme eux. Tu vois, c'est un peu le principe. Donc, je trouve qu'il y a une énorme influence de Didier Deschamps en réalité. Je découvre. Dieu sait que moi, je suis pas du tout un amateur de Deschamps ni de son football. Mais je constate qu'il a quelque chose du génie de la compétition. C'est vrai.
Classico est à suivre sur radioj.fr et en vidéo sur Facebook, YouTube et Twitter. Merci à vous de partager nos contenus sur Twitter, Instagram et TikTok. Classico saison 3 épisode 101. Messieurs, dites-moi quel grand défenseur encore actif a marqué avec l'un de ses clubs 101 buts. Récemment là Sergio Ramos. Sergio Ramos. Ça démarre bien avec le Real Madrid. C'est fort. En 671 matchs. Classico. Il va où Sergio Ramos? Moi, c'était sur le encore en activité que je doutais. Il va où Sergio d'ailleurs? On sait pas. On sait pas trop. Il n'a pas de proposition de l'Arabie Saoudite. Il va Saoudite. pas à Miami, non? Lui aussi? À mon avis, ça sent plus avec de Miami. et Ça sent Messi. plus. On suivra ça prochaine. Il y a New York, probablement dans les prochains jours. Pas mal aussi. Allez, on démarre, messieurs. Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Steve Nadjar. On va mouiller le maillot. Il devrait être la prochaine recrue du Paris Saint-Germain. Lucas Hernandez devrait bientôt débarquer dans la capitale. On évoque un transfert d'un montant de 35 à 40 millions d'euros pour le défenseur à qui il ne restait qu'un an de contrat avec le Bayern Munich. L'international français qui a repris l'entraînement au printemps après une rupture d'un ligament croisé du genou droit pendant la dernière Coupe du Monde. Lucas Hernandez, une bonne recrue ou une fausse bonne idée? Nos deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est l'heure du classique KO. Radio J. Serrez-vous la main et que le meilleur gagne. On y va, tu vas prendre une leçon, fiston. Je veux pas de ringard pour m'emmerder dans mon coin. Et tu ferais mieux de pas me faire cette gueule-là si tu veux pas que je te la défonce. Je te mettrai KO. Je te mettrai KO. Je te mettrai KO. Radio J. Benjamin, c'est une bonne idée pour toi. Alexis n'est pas d'accord. Et Thibaut Leplat, J'ai arbitré. et c'est d'arbitrer après une petite minute. Benjamin, tu Ouais. peux démarrer. Alors écoute, c'est pas la recrue du siècle, hein, c'est pas lui qui va changer la face de l'équipe. En revanche, je pense qu'il y a un vrai besoin derrière. On a perdu Sergio Ramos, Kimpembe est sur une jambe, Marquinhos a une fin de saison difficile, donc je pense que c'est important d'avoir quelqu'un solide derrière. Il a prouvé avant ses blessures que c'était un défenseur très solide. À l'Atlético, au Bayern, il a eu moins le temps de le faire. En équipe de France, il a su s'imposer un moment et son absence s'est ressentie. C'est quelqu'un qui est polyvalent également, il peut jouer à gauche, il peut jouer dans l'axe. Donc je pense que ça répond à un vrai besoin. Le prix est plutôt raisonnable, ce qui est quand même rare côté parisien. Voilà, donc je pense Il que lui c'est... restait un an de contrat. Ouais, mais bon, je pense que c'est une assez bonne idée pour le Paris Saint-Germain, ça vient renforcer un besoin. Réponse. Alexis. Alors moi je suis d'accord, je fais qu'il y a des besoins en défense du côté du Paris Saint-Germain. En revanche pour moi c'est plutôt le côté droit. Défenseur central, axe gauche, Kimpembe qui va quand même revenir à un moment donné, il correspond à ça. Arrière gauche parce que Lucas peut jouer arrière gauche, t'as quand même déjà Nuno Mendes et Juan Bernat. Et donc pour moi la priorité n'était pas de ce côté-là. Ça va juste emmagasiner des joueurs sur le même côté. Et je suis pas convaincu du coup, alors j'aime beaucoup le joueur, c'est pas le sujet de critiquer, mais je suis pas convaincu que c'est là où il y avait un besoin du côté parisien. Temps additionnel, 10 secondes Ouais, chacun. dernier petit Benjamin. argument que j'ai oublié, je crois que ça vient franciser aussi l'équipe et le vestiaire, et je crois que c'est une bonne chose. On retrouve une identité nationale, on est content d'avoir des joueurs de l'équipe de France. Je pense que ça participe un peu aussi du projet, on a vu qu'ils sont tournés vers d'autres joueurs de l'équipe de France. Je pense que c'est une bonne chose. Le Alexis. contre-argument côté français, c'est qu'on voit déjà que ça fait des remous par rapport à son côté marseillais de naissance, Ça- où déjà ça crée des tensions, mais ça crée des tensions. Tu parles du côté français, là il y a un débat. Thibaut Leplat. Bah, il y a deux positions entre le joueur qu'on aimerait bien qu'il soit. Donc ça, c'est les arguments de Benjamin, quoi. Effectivement, en théorie, sur le papier, c'est un joueur qui est intéressant. Et après, le joueur tel qu'il est actuellement, c'est les arguments d'Alexis. Effectivement, le principe de réalité fait que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu jouer au football et que à gauche, il y a beaucoup de monde. Et donc 40 millions, c'est peut-être un peu cher. Mais est-ce que le PSG est le club de la réalité? Je suis pas sûr que l'argument du principe de réalité soit très efficace. Donc je pense que Benjamin finalement l'emporterait s'il était. C'est noté, c'est C'était noté. plus sain déjà. C'est du conditionnel, hein, c'est sympa. Thibaut. L'emporterait, ouais. Thibaut, on met en avant la polyvalence, c'est ce que faisait Benjamin dans le futur probable 4-3-3 de Luis Enrique. Il pourrait jouer dans l'axe gauche, il pourrait jouer aussi latéral. C'est un atout de poids pour le faire venir. De toute façon, le rôle de l'arrière central chez Luis Enrique est très important. De toute façon, dans le jeu espagnol, c'est celui qui est capable de casser des lignes, capable de partir balle au pied et qui est capable de participer au milieu de terrain. Donc, est-ce que Lucas Hernandez a ce profil-là? Je l'ai vu assez peu faire ça. C'est plutôt un défenseur Atlético qui voilà. est plutôt défense. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas capable de le faire. Parce que C'est ça plutôt reste... Marquinhos qui aurait cette tâche-là. Ah, Il le faisait beaucoup avant. Le recrutement n'est pas terminé. Hein. Est-ce qu'il y aura Il y a pas... Skriniar aussi. Skriniar aussi, qui est dans un état. Skriniar, ouais. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'inconnus. Ouais. Entre Kimpembe, Lucas Hernandez et Skriniar,
c'est difficile d'avoir une planification claire avec quand même déjà tes deux centraux gauche qui sont au tapis. Lequel va revenir en premier, Skriniar, on ne sait pas. C'est un peu l'inconnu, on l'a pas vu jouer au foot depuis. C'est inquiétant quand même. Et il a repris en sélection là. C'est très inquiétant quand même. Mais c'est pas un peu risqué d'enchaîner les recrutements de très bons joueurs, mais qui sortent de grosses blessures. Des opportunités, c'est soit tu les achètes en haut dans leur prime, pic, pour parler comme Kevin, et là tu les payes très cher, et si t'es Paris, t'es pas le seul sur le dossier. Soit tu prends un petit risque, tu le payes un peu moins cher. Mais tu as un petit risque de savoir est-ce qu'il va se remettre. Je rappelle que l'achat d'opportunité fait toujours débat pour Benjamin, notamment par rapport à Donnarumma, parce que c'est pour le coup le sommet de l'achat d'opportunité qui pose question. Il était libre. Hein. Ah ouais, justement, c'était zéro. Mais là, c'est 40 millions. Oui, mais c'était une opportunité. Mais aujourd'hui, il aurait dû garder Navas, sur Donnarumma. Il avait acheté, le Bayern l'avait acheté 80 millions à l'époque. Là maintenant ils l'ont assez mauvaise. Si t'as lu l'interview de Tarmataous, ils l'ont assez mauvaise. Bon, ce qui est assez logique finalement, mais bon. C'est un investissement qui a peu payé, mais à cause des blessures. Mais en équipe de France, avant qu'il se blesse à la Coupe du Monde, il était excellent. Quand il est parti, quand il s'est blessé, on a eu vraiment beaucoup de mal à le remplacer. Mais il était excellent dans un système de jeu où il jouait très bas, où il jouait dans sa surface. Luis Enrique, c'est pas du tout ça. Luis Enrique, vous avez vu l'Espagne, c'était Laporte et... le Normand. Oui, alors Laporte le Normand là sur le dernier match, mais pendant la Coupe du Monde. C'était je sais plus qui mettait Rodri je crois même en centrale. Oui, Rodri, voilà, c'était Laporte Rodri sur le dernier match, précisément parce qu'il a besoin toujours d'avoir un joueur qui fasse ce un peu comme Stones à City en quelque sorte. Mais ce que Marquinhos peut faire, parce qu'il a montré que Marquinhos peut le faire, mais est-ce qu'il l'a fait avec Tuchel? Il l'a fait, mais bon, est-ce qu'il est capable d'avoir l'explosivité qu'il faut aussi pour aller au milieu de terrain? Il faut voir. Qu'est-ce que peut apporter, au-delà de ce que tu viens de dire, Luis Enrique au Paris Saint-Germain, au championnat? Du football. C'est le Paris Saint-Germain a terriblement besoin de football. C'est-à-dire que ce soit un entraîneur qui soit le patron. C'est plus arrivé depuis, Ancelotti, quoi. Qu'il y a quelqu'un qui assume le projet sportif. Il me semble, c'est la première fois depuis Ancelotti que le Paris Saint-Germain prend une bonne décision sportive. Tuchel, c'était pas une bonne idée, par exemple? Pour moi, Tuchel n'était pas le profil qu'il fallait parce que c'était un profil en devenir. Il fallait absolument un entraîneur confirmé, qui a un palmarès, qui a une carrière devant lui et qui n'est pas au Paris Saint-Germain pour obtenir quelque chose d'autre. Donc Luis Enrique, c'est mieux que Nagelsmann de ce point de vue-là? Pour moi, Luis Enrique, c'est mieux que Nagelsmann parce que Nagelsmann, tu sentais que c'était pour obtenir quelque chose d'autre. Luis Enrique, sa carrière, en quelque sorte, elle est déjà faite. Donc s'il part du PSG, il ira forcément dans un grand club. À aucun moment sa cote descendra, tu diras c'est la faute du PSG, etc. Lui, sa cote, elle ne diminuera pas. Il peut assumer ses choix, prendre des risques. Et deuxième raison pour laquelle je pense que c'est un bon choix, c'est que c'est quelqu'un qui est une tête de con, pour parler poliment, c'est-à-dire vraiment un type qui a un caractère très fort, qui est absolument incorruptible, et qui est absolument incontrôlable. Un peu comme Mourinho. Il a un peu le même caractère que Mourinho. En étant peut-être plus droit que Mourinho, parce que Mourinho est plus politique. Luis Enrique n'est pas un politique, pas du tout. Donc se mettre dans cette situation-là, il y va en sachant qu'il a les coups des franches, parce que sinon il va exploser en vol au bout de 2 mois. Donc ça suppose que Luis Campos, par exemple, prenne beaucoup plus de recul que cette saison? À mon sens, c'est la condition de la signature de Luis Enrique, c'est que Luis Campos te trouve une porte de sortie. Une porte de sortie? Une porte de sortie du vestiaire, que ce soit pas lui qui soit l'interlocuteur entre la direction et entre lui et les joueurs. Après, juste sur ce côté, on dit toujours des entraîneurs parisiens qui sont passés ils étaient obligés de mettre tous les joueurs. Je rappelle, alors je sais plus quelle c'était, mais qu'Emery, par exemple, à l'époque, il n'avait pas mis Neymar titulaire au Real de Madrid. Alors qu'il pouvait jouer, il l'a fait jouer, il revenait de blessure certes, mais il pouvait le faire jouer, il l'a pas fait jouer. C'est-à-dire qu'on a tendance quand même à caricaturer un peu les entraîneurs du PSG qui sont passés en disant ils n'avaient pas le choix, ils appliquent, ils font que mettre les grands joueurs tout le temps. Je pense aussi ils les mettent aussi, c'est parce qu'ils ont leur raison. Tourelle quand il était là et qu'il voulait pas de Danilo, le joueur central il mettait Marquinhos au milieu alors qu'on avait acheté Danilo au départ pour ça. Donc ces décisions-là, elles arrivent à la suite de beaucoup de mésententes sur la politique sportive, liées aussi à des incompréhensions sur la politique sportive, sur certains joueurs, ce qui fait que tu te retrouves à te cristalliser sur une décision qui en réalité est juste la partie émergée de l'iceberg. La question de la titularisation de non-titularisation de Neymar ou la question de Danilo Pereira, ça va beaucoup plus profond sur la question de la gestion du mercato, sur la manière de gérer l'équipe. Et voilà. Et que l'entraîneur il a les manip, ça je veux dire, on dit toujours. Est-ce qu'il va avoir la main par exemple position de force là? Est-ce qu'il va avoir la main Luis Enrique sur le mercato par exemple? Il est associé aux décisions? C'est ça.
ça c'est très important quand même, parce que là on a déjà un recrutement qui a commencé. T'as Ugarte qui est arrivé pour 60 millions, Hernandez qui arrive, j'ai oublié le nom de l'international coréen qui arrive, Asensio qui va arriver, qui a un remplaçant de luxe. Luis Enrique, est-ce qu'il s'est prononcé là-dessus? En tout cas, c'est pas des joueurs dont on arrive à détacher une cohérence, un projet de jeu, quelque chose d'identité particulière. Asensio, oui. Encore une fois, j'oublie son nom, mais l'international coréen. C'est un milieu italien dont j'ai oublié le nom. Bon, Ugarte. Bon, tu as recruté Vitinha l'année dernière, là tu recrutes le nouveau milieu de terrain portugais au prix fort, là cette fois, 60 millions d'euros. Donc je suis complètement d'accord avec ce que dit Thibaut sur le fait que Luis Enrique va peut-être amener, on espère, sa patte, sa fermeté et autres. Mais est-ce qu'il y a encore, enfin pas encore justement, est-ce qu'il y a enfin un projet de jeu identifié, identifiable et on recrute les joueurs pour coller à ce projet? Mais je crains que il n'a aucun problème à mettre une star sur le banc, absolument aucun. Il n'aura aucun problème à titulariser un gamin qui aura 3 matchs de CV. Tant mieux. Parce que chez lui, la priorité c'est lui-même et son style de jeu. Donc peu importe en réalité le CV des joueurs qu'il a en face de lui. La question va être de savoir quid d'Mbappé. C'est pas exactement le même projet si Mbappé est là ou pas. Connaissant Luis Enrique, à mon avis, ça l'arrange qu'il y soit pas, Mbappé. Il peut faire très bien sans. Parce que c'est des caractères. Parce que tu peux gérer Mbappé, et en plus, Mbappé il te force à jouer d'une certaine manière, qui est une manière beaucoup plus verticale. Mais c'est aussi un top player. Il n'a pas 3. C'est un top player, c'est pour ça qu'il va pas se plaindre si Mbappé est là. Mais je pense que une des raisons, ça je sais pas, mais à mon avis, c'est que une des raisons pour lesquelles Nagelsmann n'est pas venu, c'est parce qu'il y a une incertitude sur Mbappé. En revanche, pour Luis Enrique, à mon sens, c'est pas un problème pour lui. C'est évidemment, il préfère l'avoir, mais s'il l'a pas, il sait qu'il peut construire une équipe à son image, comme il veut, avec les talents que lui va pouvoir faire émerger. Quel type d'attaquant, par exemple, il pourrait rechercher? Alors, on a Marcus Thuram qui a préféré l'Inter. Ouais, mais oui, bien sûr, il y a Marcus Thuram qui a préféré l'Inter. Il faut voir. Osimhen qui pourrait partir. Oui, il y a quand même Ekitike qui est là. Il faut voir en centre de formation. Je ne sais pas s'il n'y a pas des jeunes attaquants. Parce que là, il y a surtout Zaïre Emery au milieu de terrain. Mais est-ce qu'il n'y a pas est-ce que lui a pas vu? Parce que moi, je ne sais pas ça. Mais est-ce que lui a pas vu des jeunes qui pourraient être intéressants pour lui? Parce que je vous dis, c'est un type qui a titularisé Pedri en équipe nationale. Alors il avait joué 3 matchs comme titulaire au Barça. Et 3 matchs, vraiment 3 matchs. Personne ne le connaissait, quoi. Enfin, pas Pedri, Gavi, pardon. Et Pedri, il a fait pareil. Il avait un peu plus de matchs, mais il avait 20 matchs. Mais il les a intronisés titulaires et pas simplement numéro 26. Donc il pourrait renoncer à exiger un transfert à 100 ou 150 millions pour obtenir un remplaçant éventuel à Mbappé en attaque? Il peut parier sur... Oui, je pense. Renoncer à le faire, tu veux dire? Ouais, c'est ce que pense Thibaut. En tout cas, il a accepté le fait que Mbappé soit un électron libre, qui reste s'il peut, s'il s'en va. Au pire, il s'en va de toute manière à la fin de saison. Donc son projet de jeu, il est construit sur plusieurs saisons. Mais au-delà de Luis Enrique, est-ce que les Qataris accepteront d'avoir une équipe sans symbole? Parce que du coup, t'as perdu Messi, il te reste que Neymar, t'as plus Mbappé. Les Qataris, ça m'étonnerait qu'ils se satisfassent du petit jeune de centre de formation. C'est là où ils auront bien raison d'ailleurs. Mais c'est là où pour l'instant Enrique est en position de force. Parce que c'est un grand entraîneur qui veut bien venir à Paris et qui veut bien faire avec l'état du vestiaire tel qu'il est et qui connaît Neymar. Est-ce que le projet des Qatariens a évolué après la Coupe du Monde, après un éventuel rachat qui avance bien, semble-t-il, de Manchester United? Est-ce qu'on peut imaginer que... semble que c'est Ineos qui tient la je sais pas, ça change tous les 2 jours, mais... les deux bancs disent que c'est fait. Des deux côtés disent la même chose, donc à ce rythme-là, est-ce que tu perçois une évolution, en tout cas dans la relation Paris Saint-Germain? D'ailleurs, ils l'ont dit qu'ils entamaient la 2e phase, que bien sûr, il y a une phase, j'ose pas dire de rationalisation, parce que en ce qui les concerne, ça reste un 20 mots, parce que de toute façon, ils sont pas là vraiment pour la rationalité, ils sont là pour les pattes, pour le brio, pour les paillettes, plus que véritablement le football. Donc peut-être qu'il y a un peu plus de football. Je pense que l'arrivée de Luis Enrique va faire redevenir le Paris Saint-Germain un club de football, mais je ne suis pas certain que ça plaise véritablement. Moi, je trouve qu'on est dur avec les Qataris de manière générale, puisque en fait, il y a beaucoup de choses qui ont changé avec la défaite contre le Barça, donc la remontada. À l'époque, on dit que le PSG manque de caractère, qu'il n'y a pas de joueurs qui sont assez costauds pour tenir l'équipe. Donc les Qataris entendent ça aussi. Ils achètent que des joueurs qui sont censés avoir du caractère. Alors les 2 derniers les plus connus, Ramos et Messi, qui sont des leaders de leur équipe et qui ont gagné la Ligue des Champions. Et ça ne marche pas non plus. Donc en fait,
peut-être qu'ils suivent trop la tendance et trop les c'est ça, bases en disant tiens, ça qui manque, on va remplacer ça. C'est Toto, directeur sportif. C'est Toto, directeur sportif. Ils sont uniquement à réaction. C'est Toto, directeur sportif. Les analyses qui sont faites, elles sont quand même faites en disant on voit tous que au Barça, le PSG manque de caractère pour prendre le jeu. Tu recrutes des joueurs de 35 ans. C'est pas une question de Toto qui fait. Mais tu fais partir dans un sens. Vas-y. Non, mais ce que tu dis, je cherche pas à les défendre, mais je veux dire, on peut pas non plus toujours dire. Pas toi. Mais dans ta manière de les défendre, Alex, je pense que tu pointes leur insuffisance, c'est-à-dire qu'ils sont uniquement en réaction, et ce qu'on leur reproche, et je crois que c'est objectif, on peut leur reprocher, ils n'ont pas de vision sportive et footballistique à long terme, et c'est ça le problème. Et si tu compares, on peut le faire maintenant que City a enfin remporté sa Ligue des Champions, City a eu un projet sportif, a donné les clés uniquement à une seule personne qui ensuite s'est entourée des bonnes personnes aux bons endroits et a réussi à construire son projet. Quand ça a tangué, ils lui ont maintenu sa confiance, et c'est ça qui manque au Paris Saint-Germain. Une seule question, qui a choisi Luis Enrique? C'est le 14 visiblement. On sait plus qui choisit qui. Ouais, c'est l'émir directement visiblement. C'est l'émir et les conseillers qui sont autour de lui. Mais l'émir, il est dans l'organigramme du PSG. Bah, mais on sait que c'est lui. Ah oui, mais c'est ça le problème. Bien sûr que c'est le problème. Tu sais pas qui décide. Attends, tu sais pas qui prend des décisions, tu peux pas les assumer. Et du coup, tu peux pas corriger si tu te trompes. Bien sûr, mais tu sais pas qui la prend. Nasser étant lui un gros problème aussi. En lui-même, c'est un très gros problème. Il a un problème sportivement, mais il n'est pas un problème politiquement, parce que politiquement, il a été très malin. Il s'est mis dans toutes les grandes instances. Bien sûr. Il s'est mis tout le monde dans la poche et il est très précieux. Mais dans sa manière de gérer les gens, les stars et tout, Mais il a changé. Qu'est-ce que t'en sais qu'il a changé? Ça se voit. Il parle pas, quoi. Qu'est-ce qu'il a changé? Parce qu'il a mis à pied Nasser. Il va plus voir Messi, alors qu'il partait. D'accord, mais c'est Pipo, ça. Il va plus voir Aurier avec la Toto et réserve. Pipo ce soir. Il va plus aux soirées avec Zlatan et Verratti. Par contre, il va intervenir dans le rachat de Manchester United, alors que soi-disant, ils ont rien à voir dans l'affaire. Oui, mais je veux dire, il a changé sa relation avec les joueurs. À l'époque, il faisait copain avec eux. On n'en sait rien, Alex. On n'en sait rien du tout. Tu vois bien dans les faits. Ce qu'il faisait notamment avec Thiago Silva. Bien sûr. Thiago Silva qui était le responsable de tout, et puis quand il est parti, on allait enfin gagner. Bon, c'est loupé pour le coup. Thiago Silva était comme sa responsabilité. On laissait le brassard à Marquinhos qui allait nous porter à la victoire. Ce que je voulais dire sur Toto, directeur sportif, c'est pas du tout pour me moquer de toi, Alex, c'était une manière de dire. C'était une manière de dire. Non, parce que c'est une logique en fait qu'on entend beaucoup, et qui est une logique qu'on entend beaucoup dans les médias. C'est normal parce qu'on va vite, mais c'est pas comme ça qu'on construit un effectif. On construit pas. On dit quand une équipe manque de caractère, ça veut rien dire. Ce qu'il faut dire, c'est qu'est-ce qu'il y a comme complémentarité possible. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces matchs-là? Est-ce qu'on a pris les leçons de cette défaite-là? Qu'est-ce qui s'est passé dans le jeu? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'organigramme? La performance, elle ne peut apparaître que dans un contexte de performance. Tu peux pas avoir de performance dans un contexte qui est un contexte fait d'incertitude où tu ne sais pas qui décide. Et moi, je te donne, c'est simple. Soit le Paris Saint-Germain donne les clés entièrement à Luis Enrique. C'est le projet de Luis Enrique. Et là, c'est possible. Et on lui laisse le temps. Voilà. Et là, c'est possible. Mais si on ne fait pas ça, il va se reposer exactement les mêmes problèmes dans les mêmes termes. Tous les ans, il s'est posé le même problème. Il va s'éteindre exactement comme tous les coachs qui sont succédés. À un moment, ils s'éteignent. Ils se mettent en pilote automatique. C'est pas le même problème. C'est terminé. Quand tu perds cette année contre le Bayern avec Altier et que tu te fais humilier de match, t'es ridicule. C'est pas le même problème que quand tu perds contre la dernière. T'es ridicule contre le Manchester, t'es ridicule contre. Mais contre le Real, t'es ridicule aussi. Mais 20 minutes. C'est-à-dire que avant, tu fais un super match. Mais t'es ridicule pendant. C'est-à-dire que le hors-jeu de Mbappé à Madrid. Le match, tu vois, il se joue à ça. T'as le match en main. Ça c'est terrible. Ce discours de mais je suis supporter aussi. Mais ce discours de supporter de dire attends, laisse-moi parler. C'est pas dire de supporter. Si, le discours de supporter de dire laisse-le répondre Alexis. Donc le discours de supporter de dire ah mais la remontada c'est pas de bol parce que c'est des erreurs d'arbitrage. Real Madrid ça se joue à ça. Non, si tu regardes les problèmes du PSG comme ça, tu n'avanceras jamais. Et Dieu sait qu'il y a du travail de fond à faire. Ce que je te dis c'est que c'est pas le même problème. Tu peux pas dire tu peux pas mettre tous les dans le même panier en disant bah la défaite contre le Bayern c'est la même contre le Madrid. C'est un problème de gestion. Les erreurs. Tout cumulé en mettant c'est le même problème, c'est pas vrai. Messieurs, Paris prévoit de faire revenir par ailleurs Xavi Simons, ce Néerlandais qui sort d'une saison brillante au PSV Eindhoven. Le PSG prévoit de lever son option de rachat fixée à 6 millions, sauf que l'intéressé ne souhaite pas revenir. Et ça vous met pas la puce à l'oreille. Il fait monter les enchères un peu. Il veut jouer. Il veut jouer. Mais donc est-ce qu'on lui promet de jouer comme titulaire? C'est pas sûr. Qu'il rencontre Luis Enrique, qu'ils échangent sur le projet, mais d'un point de vue club, direction, identité, tous les sujets qu'on met sur la table, je trouve une bonne chose que, alors c'est pas un titi parisien en tout cas. C'est un ancien du Barça. C'est un ancien du Barça, mais qui est quand même passé par la Masia parisienne, on va dire. C'est bien de voir ces jeunes. Mais il a quitté Paris, je le rappelle. Ok, il a quitté Paris, mais il peut revenir. Moi, je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. S'il ne souhaite pas revenir, ce qui semble être la tendance là. C'est son choix. Encore une fois, ça aurait été une erreur de le faire partir. La preuve, puisqu'il a réussi à grandir et à devenir un top joueur au PSV. Voilà, ça aurait été une erreur. Mais s'il peut revenir, et en plus à ce prix-là.
Ah, c'est une très bonne chose. Il a devient raison de faire monter les international. enchères. Il a raison de faire monter les enchères, c'est le jeu. Thibaut, Tout le monde fait David monter les Simon enchères. sur avec le PSG, PSG. Moi, c'est si de nouveau possible. Je suis son père ou son agent, je lui dis de pas y aller, je lui dis de rester à Rotterdam et d'attendre. Eindhoven. D'attendre parce que c'est Attendre quoi, un autre Il y a club? qui d'autre il y a qui d'autre sur les rangs, je sais pas. Autre club, attendre une saison en plus, faire une saison en plus, jouer au foot, parce que c'est un gamin qui a quand même peu joué finalement, qui a beaucoup attendu, qui a beaucoup été espéré, qui a jamais fait de saison complète, sa première saison vraiment complète. Donc moi, si je suis son conseil, je lui dis de rester à... Mais du point de vue du PSG. Et du point de vue du PSG, je lui dis de venir. Voilà, Parce c'est que une bonne chose. l'intérêt du PSG, c'est qu'il revienne. Voilà. Simplement, la question, elle est sportive. C'est est-ce que Luis Enrique a les mains libres? S'il a les mains libres, vraiment, il a besoin de gages. Donc il faut qu'on sache quel est son poids dans le recrutement, quelle est l'importance de Luis Campos, comment il veut jouer, sur quel délai, qu'est-ce qui va se passer avec Mbappé. Il y a tellement d'incertitudes, ce qui fait qu'un gamin comme ça qui va revenir, où il va faire 3-4 matchs, il va arriver comme la nouvelle star, le nouveau Titi, où il va faire 3-4 matchs hésitants parce que le modèle de jeu tarde à se mettre en place, que c'est des modèles de jeu qui sont longs à mettre en place, pour qu'ils se reprennent ensuite la vague dans l'autre sens, et le recramer une deuxième fois. Franchement, moi je suis son père ou son conseil, je dis non, reste là où t'es. On enchaîne, messieurs, avec l'OM.